Mesdames et messieurs, les ministres, je ne suis pas sûre que ça soit encore le cas, ça sera tout à l'heure. Mesdames et messieurs les présidents et directeurs, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, avant tout autre propos, je veux adresser une mention spéciale aux professionnels des établissements d'HAD, particulièrement nombreux cette année, à celles et ceux qui, au quotidien, par leur engagement, leurs compétences, leur écoute, rendent possibles les soins hospitaliers au domicile des patients, qu'ils occupent des fonctions médicales, soignantes, psychosociales, auprès des malades ou qu'ils appartiennent aux fonctions support. La reconnaissance et la croissance de l'HAD se sont battues sur votre expertise, sur votre adaptabilité, sur votre conviction, votre curiosité, votre volonté d'avancer pour mieux aider les malades à être soignés chez eux, aussi grave soit leur maladie et complexes les interventions. Vous êtes plus que des professionnels, vous êtes des militants. Et chacun sait combien ce mot a de la valeur pour moi, qui a été bercé par le syndicalisme et par la politique. Je veux vous dire mon admiration pour le travail que vous accomplissez et vous affirmer mon soutien indéfectible et durable, même si dans quelques mois, nos chemins s'écarteront. Au nom de cet engagement collectif, c'est avec un grand plaisir que j'ouvre aujourd'hui nos traditionnelles journées nationales de l'hospitalisation à domicile. Vous êtes plus de 500 professionnels et amis de l'HAD à nous avoir rejoints pour ce rendez-vous annuel et je veux très sincèrement vous en remercier. J'associe à ces remerciements nos partenaires sponsors qui seront présents demain, dont l'appui fidèle nous est indispensable pour organiser nos manifestations annuelles. Votre présence est un témoignage d'adhésion à notre approche domiciliaire des soins hospitaliers et nous avons besoin de ce soutien. Certes, sur le terrain, nous sommes identifiés comme un maillon indispensable de la chaîne de soins et un acteur essentiel du parcours de santé du patient. Mais pourquoi sommes-nous si absents des discours institutionnels et politiques ? Et nous l'avons encore constaté dans les récents débats sur le PLFSS. Pourquoi faut-il que nous sollicitions en permanence cette marque d'attention, bien modeste, peu coûteuse, bien moins que d'autres demandes, et mieux, qui permettent ces économies dont on a tant besoin. À l'heure où l'engagement dans le monde de la santé est si compliqué et où le besoin de sens apparaît de plus en plus dans le choix d'une orientation professionnelle, dans une société qui perd sa boussole, l'HAD est une voie d'excellence et un repère. Si nous ressentons de la fierté d'appartenir à un milieu qui suscite tant de sentiments positifs, cela nous confère une responsabilité accrue dans l'exercice de nos tâches, dans nos façons d'être et de faire. Dans un monde dont la complexité et l'instabilité vont grandissant, qui va inéluctablement voir croître le nombre de personnes âgées malades et qui verra peut-être demain moins bien accepter le handicap de naissance ou celui suscité par un accident ou la maladie, un monde dans lequel l'intelligence artificielle se substituera à bien des démarches aujourd'hui effectuées par les humains, l'hospitalisation à domicile ne sera pas simplement une offre de soins, mais véritablement un choix et la démonstration que les relations humaines sont encore et toujours un point d'ancrage de notre système de santé. Nous devions accueillir Mme Parmentier-Lecocq, ministre déléguée à l'autonomie et au handicap, et donc intéressée au premier chef par notre activité. D'autres obligations l'ont retenue. Mais je veux néanmoins rappeler certains points essentiels dont j'ai le sentiment qu'ils sont oubliés et que j'aurais aimé rappeler à sa présence. Titulaire de ce même ministère sous un autre gouvernement, mais je ne pense pas que les orientations aient fondamentalement changé, Mme Parmentier-Lecocq écrivait dans notre rapport d'activité que vous avez dans vos sacs, paru il y a quelques semaines, et je vous invite à lire la totalité de ce point de vue, « L'HAD est une clé d'avenir pour une politique de l'autonomie et du handicap, et il nous revient collectivement d'en faire un levier de transformation et de progrès. » Dont acte. Nous savons effectivement tous dans notre quotidien combien les HAD sont indispensables au suivi médical des résidents des EHPAD. Dans un récent interview paru dans Ouest France, toujours Mme Parmentier-Lecocq, parlait d'un texte ambitieux sur le grand âge à présenter d'ici janvier, indiquant une vision sur les 25 prochaines années. Texte qui devrait traiter tout à la fois des moyens dont nous aurons besoin et de possibles modalités de financement.
Je comprends qu'il faille occuper le temps d'ici 2027, en prélude à l'échéance présidentielle. Mais peut-être serait-il profitable avant tout d'écouter les acteurs de terrain qui, à l'instar des HAD, tirent la sonnette d'alarme depuis des années, et un peu plus depuis le Covid, et qui sont d'ores et déjà porteurs de solutions nées de leurs constats. Je ne m'appesantirai pas longuement sur ce sujet, la ministre étant absente, mais je veux simplement rappeler que l'HAD, sollicité précocement et de façon anticipée, est un élément clé pour éviter des transferts vers les urgences et une hospitalisation conventionnelle dont on sait combien elle peut être délétère chez une personne âgée. Depuis plusieurs années, nous avons fait des propositions pour que l'HAD soit intégrée dans tous les dispositifs du grand âge et du handicap et soit pleinement reconnue comme étant l'instrument approprié pour médicaliser les EHPAD ou accompagner le maintien à domicile, le système que nous connaissons depuis 30 ans étant à l'évidence à bout de souffle et profondément à transformer. Cela fait des années que des rapports d'éminents spécialistes le disent. À chaque nouveau ministre, et cela commence à faire un certain nombre, nous avons remis nos propositions, suggestions réitérées devant les diverses missions mandatées pour traiter ce sujet des personnes âgées. IGAS, Cour des comptes, Parlement. Je ne vous cache pas ma déception de voir aussi peu écouter nos propositions. Mais heureusement, ce défaut d'écoute nationale n'empêche pas l'action. Et les HAD sur le terrain sont de plus en plus identifiés, notamment par les ARS, chère Clara, comme indispensables aux politiques du grand âge et du handicap. Le sujet qui est au centre de nos débats cet après-midi, l'intelligence artificielle, a toute sa place dans ces projets et nous en aurons des exemples d'ici quelques instants. L'accroche de ces universités a pu vous surprendre. Au secours, l'IA. Ces simples mots traduisent les sentiments qui nous agitent. Est-ce la peur ? Au secours. Sauvez-moi de l'IA. Est-ce l'espoir ? Au secours, l'IA. Nous avons besoin d'un sauveur. Je veux très sincèrement remercier les intervenants qui ont accepté de traiter ce thème et d'en débattre sous les volets les plus divers, celui de la pratique et de son application à des usages concrets, l'angle éthique d'une part et économique d'autre part, et enfin ce que peut et doit faire le politique pour en développer l'usage et en contrôler les dérives. Merci à Jean-Baptiste Pernet, Thomas Godard, Jean Lissy et Stéphanie Kervestin. Je les laisserai se présenter, ou David Gruson les présenter. Ils vont aborder le sujet de l'IA sous l'angle de la pratique et des usages, et à ce titre, j'en suis sûre, nous ouvrir des horizons insoupçonnés. Merci à Agnès Buzyn, Daniel Benamouzig et Ala Kouevi qui vont nous dire, et si associer éthique et IA est une vue de l'esprit, et si l'humain demain aura encore ce mot à dire dans l'usage et les résultats de l'IA. Merci à Yannick Noder, Charles-Édouard Escura, David Senati, qui auront la lourde tâche de nous dire si le politique et ses bras armés institutionnels, que sont les directions et agences en charge de ces sujets, ont encore le mot à dire et sont en mesure de cadrer le bon usage de l'IA. Je pense qu'ils auront vu avec plaisir, le mot est entre guillemets, que la Cour des comptes, ce matin, qui ne s'est jamais, ou il y a quelques jours, qui ne s'est jamais autant intéressée à la santé que ces derniers mois et semaines, estime que 7 ans après le rapport de Cédric Vallini sur la stratégie en IA et sa préconisation de faire de la santé un axe majeur, la politique de l'IA en santé, je prends les mots, est un drame alors qu'il y avait un boulevard. Ces mots ne sont pas les miens, je le répète, mais ceux du rapporteur de la Cour. Je pense que cette appréciation ne manquera pas de donner du piment à nos débats. Entre ces 3 tables rondes, nous aurons également le plaisir d'entendre Raphaël Gaillard, psychiatre et membre de l'Académie française. La lecture de son livre « L'homme augmenté » nous emmène dans un monde insoupçonné et son statut d'immortel donnera une force toute particulière à ses propos. Quant à Frédéric Bizard, son œil d'économiste de la santé et ses points de vue tranchés en cette période agitée de discussion du PLFSS ne devraient pas manquer de nous faire réagir. Et enfin, merci à David Gruson et à Sandrine Richard de nous apporter leur concours d'experts pour animer ces débats. Les ajustements d'horaire et le léger décalage de l'arrivée de Stéphanie Rist vont permettre de nous donner un peu de temps pour quelques questions à l'issue des interventions, après toutes les interventions et avant les discours de clôture. Mais merci d'être concis quand vous poserez ces questions.
Nous ferons une pause en milieu de l'après-midi pour vous donner un peu de temps pour respirer, car comme nous le savons, vous êtes des êtres humains et pas des machines. Une consigne, merci de réintégrer impérativement à l'heure la salle de réunion et de ne pas poursuivre à l'extérieur les débats auxquels vous aurez assisté. Je vous souhaite un bon après-midi et place au débat, et j'appelle David et ses intervenants.